Le premier film de fiction du monde a été réalisé par une femme et tout le monde a l'air de l'avoir oublié. Cette femme, c'est Alice Guy, et quand je dis que tout le monde l'a oublié, j'exagère un peu, parce que si vous vous intéressez à l'histoire du cinéma, alors vous avez probablement déjà entendu son nom, surtout que depuis quelques années, un gros travail a été fait pour la remettre sur le devant de la scène. Il n'empêche que son parcours et ses films sont particulièrement intéressants, alors si vous avez envie d'en savoir plus sur elle, vous êtes sur la bonne vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram Merci l'Audace pour soutenir mon travail et découvrir plus de films réalisés par des femmes. Et comme d'habitude, je vous mets dans la barre de description juste en dessous toutes les ressources que j'ai utilisées pour écrire cette vidéo. Alors bien sûr, la ressource principale pour cette vidéo, c'est l'autobiographie d'Alice Guy, un livre qui s'appelle La Fée Cinéma, autobiographie d'une pionnière. Je vous montrerai bien mon exemplaire, mais mon chien l'a mangé et ce n'est pas une blague. Mais quoi qu'il en soit, c'est une autobiographie super intéressante pour découvrir la vie et le parcours d'Alice Guy, et aussi pour entendre sa voix et découvrir un peu son caractère. Alice Guy est née le 1er juillet 1873 en France, à Saint-Mandé, mais elle a vécu une bonne partie de son enfance entre le Chili et la France. En fait, ses parents avaient immigré en Amérique latine avant sa naissance, et son père avait fait fortune à Valparaiso, au Chili, en fondant la première maison de librairie du Chili. La famille Guy était une famille nombreuse, ils avaient déjà beaucoup d'enfants qui étaient tous nés au Chili, mais la mère d'Alice Guy avait vraiment envie qu'un de ses enfants naisse en France. Quand elle est tombée enceinte d'Alice Guy, elle a alors décidé de partir en France et d'accoucher là-bas. Il faut savoir qu'à l'époque, pour aller de la France au Chili, il fallait prendre le bateau et la traversée durait 7 semaines. Alors après avoir accouché, quand la mère d'Alice Guy a dû retourner au Chili, elle n'a bien évidemment pas pu emmener son nouveau-né avec elle, et elle a donc décidé de confier Alice Guy à sa grand-mère en Suisse. Alice Guy va donc rester en Suisse avec sa grand-mère jusqu'à l'âge de 3 ans, âge à partir duquel sa mère revient en France pour la récupérer et la ramener au Chili. La petite Alice Guy va alors vivre sa première aventure et sa première grande traversée en bateau. Elle arrive alors dans un nouveau pays avec une nouvelle famille qu'elle ne connaît pas puisqu'elle n'a jamais vécu avec sa mère et qu'elle n'a même jamais vu son père. C'est peut-être d'ailleurs cette première grande aventure qui va forger son caractère et faire d'elle la pionnière qu'elle est devenue. Elle va rester 2 ans au Chili, 2 années pleines de gaieté et de soleil comme elle l'écrit dans son autobiographie, mais un jour, il est temps de rentrer en France et à l'âge de 6 ans seulement, elle va commencer son éducation dans un couvent près de la frontière suisse. Des années plus tard, suite à ce qu'elle appelle dans son autobiographie une série de catastrophes violentes, toute sa famille va revenir en France complètement ruinée. Alice Guy va alors devoir poursuivre ses études dans une école plus modeste, ses sœurs, elles, vont toutes se marier et son frère va mourir d'une maladie grave. Alors qu'Alice Guy a presque terminé ses études, son père va également succomber à une maladie et Alice Guy va donc se retrouver seule avec sa mère qui n'a jamais vraiment travaillé et qui n'a jamais vraiment connu les difficultés de la vie. Heureusement, la famille Guy a encore quelques amis bien placés en France et la mère d'Alice Guy va réussir à obtenir un travail de directrice dans une mutuelle. C'est aussi un ami de la famille qui va conseiller à Alice Guy de prendre des cours de sténodactylo, une pratique qui était toute nouvelle à l'époque. Et comme Alice Guy est plutôt douée, elle va très vite apprendre ce métier et réussir à trouver un poste de secrétaire dans une usine. À ce moment-là, Alice Guy se retrouve déjà dans un milieu très masculin et vous allez voir qu'elle ne va avoir aucune difficulté à s'imposer et à se faire respecter. Il y a d'ailleurs une petite anecdote dans son autobiographie qui témoigne bien de son caractère qui était déjà bien trempé. Alors qu'elle travaillait dans cette usine en tant que secrétaire, elle était en fait dans le même bureau que 12 hommes et elle était souvent la cible de plaisanteries un peu lourdes. Un homme en particulier avait l'habitude de se moquer d'elle régulièrement. Un moment, Alice Guy en a eu tellement marre de son comportement qu'elle a bondi vers son bureau, qu'elle a frappé du poing sur la table et qu'elle lui a crié « Vous allez ravaler vos ordures, vous taire et me laisser travailler en paix, sinon j'en référerai à qui de droit ?» Et si vous vous demandez, oui, ce petit commentaire a eu son effet et l'homme a fini par la laisser tranquille. Quelque temps plus tard, en 1895, elle apprend que le comptoir général de la photographie recherche une secrétaire. Elle va alors tenter sa chance et c'est là qu'elle va faire la connaissance de Léon Gaumont. Au début, ce dernier estime qu'elle est trop jeune pour le poste, mais Alice Guy va réussir à le convaincre en lui disant que cela lui passera. Et amusé par sa répartie, Léon Gaumont va accepter de lui confier le rôle de secrétaire et c'est là que les choses vont devenir intéressantes. Quelques mois seulement après son embauche, Léon Gaumont reçoit la visite de 2 amis à lui, Auguste et Louis Lumière. Ils viennent pour l'inviter à une soirée au cours de laquelle ils vont dévoiler leur toute nouvelle invention. Alice Guy et Léon Gaumont vont alors se rendre à cette soirée qui, vous l'avez deviné, était en fait la toute première séance de cinéma de l'histoire. C'est à ce moment-là qu'Alice Guy va faire la rencontre du cinématographe, cet appareil qu'elle appellera ensuite dans ses mémoires son prince charmant.
Tout de suite, elle comprend l'énorme potentiel de cette invention alors que Léon Gaumont, lui, de son côté, n'est pas complètement convaincu. Mais Alice Guy, étant fille d'un éditeur, elle a beaucoup lu et elle adore les histoires et elle est persuadée qu'avec quelques acteurs et un peu de travail, on peut faire des choses très intéressantes. Elle demande alors à Léon Gaumont si elle peut écrire et réaliser des petites scénettes et y faire jouer des amis à elle. Son patron est un peu dubitatif, mais bon, il estime que c'est une affaire de jeune fille et que si cela ne l'empêche pas de faire son travail correctement, pourquoi pas. Il accepte alors qu'elle emprunte du matériel et Alice Guy va se jeter corps et âme dans la production de son premier court-métrage, La Fée aux choux, qui sortira en 1896. Ce premier film dure un peu moins d'1 minute et il reprend la légende urbaine qui explique que les enfants naissent dans des choux. Alors dans ce film, on va voir une fée qui donne naissance à des bébés dans des choux. Entre 1896 et 1907, Alice Guy va réaliser plus d'une centaine de courts-métrages. Les plus connus sont Madame a des envies, réalisé en 1906, et Les conséquences du féminisme, réalisé la même année. Dans Madame a des envies, elle va mettre en scène une femme enceinte qui, le temps d'une journée, va succomber à toutes ses envies, et elle va alors voler la sucette d'une enfant ou alors voler le hareng d'un mendiant. Dans Les conséquences du féminisme, elle met en scène avec beaucoup d'ironie une société dans laquelle les rapports de force entre les genres sont inversés. En 1906 toujours, elle réalise La vie du Christ, un des films les plus ambitieux pour l'époque et qui avait demandé plus de 300 figurants. En plus de ses très nombreux films muets et en noir et blanc, elle a aussi été la première personne à incorporer du son dans un film et à coloriser un film. C'est aussi la première personne à avoir expérimenté avec le montage et le trucage. Elle a par exemple découvert qu'on pouvait monter un film à l'envers pour donner l'illusion qu'une maison déconstruite était en train de se reconstruire. Elle a également joué avec des effets d'accélération et de ralentissement, ou encore avec des fondus et des coupes pour donner l'impression que des objets se déplacent comme par magie. Quand on sait tout ça, on peut se dire que c'est quand même fou que son nom ait été oublié et effacé pendant si longtemps de l'histoire du cinéma, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. En fait, quand Alice Guy commence dans le cinéma, cet art n'est pas encore très répandu et n'intéresse pas vraiment, ce qui lui laisse vraiment la possibilité de faire beaucoup de films et de s'imposer dans ce milieu tout nouveau. Mais assez vite, le cinéma va apparaître comme une industrie qui potentiellement peut être lucrative et donc va commencer à intéresser beaucoup d'hommes, y compris Léon Gaumont qui va décider de créer son studio de cinéma. À propos de cette époque, Alice Guy écrit dans son autobiographie « Cette époque fut dure pour moi, on m'avait laissé me débrouiller seule dans les difficultés du début, défrichée, mais l'affaire devenait intéressante, sans doute lucrative, on m'en disputa âprement la direction. » Mais heureusement, grâce à sa combativité, le conseil d'administration du studio va consentir à lui accorder la direction du service du théâtre et de prise de vue. Elle va alors en quelque sorte être la réalisatrice et productrice du studio Gaumont et elle restera sur ce poste pendant 11 ans jusqu'en 1907. En 1907, alors qu'elle n'avait jamais cherché à se marier, Alice Guy va épouser Herbert Blaché, un autre employé de Léon Gaumont qui travaillait à Londres. Et 3 jours seulement après ce mariage, Léon Gaumont va envoyer Herbert Blaché aux États-Unis pour aider des clients américains à utiliser un de ses appareils. Alice Guy va alors devoir quitter son poste de directrice du studio Gaumont pour accompagner son mari aux États-Unis, et dans son autobiographie, elle écrit « Je quittais le cœur gros ma famille, mon pays, persuadée que je quittais pour toujours mon beau métier. » Et elle n'avait malheureusement pas tout à fait tort parce que son départ aux États-Unis a été assez fatal pour sa carrière. Après quelques mois catastrophiques à Cleveland, Alice Guy et son mari vont finalement s'installer à Long Island et Léon Gaumont va confier la direction de son nouveau studio américain à Herbert Blaché. À cette époque, c'était aussi les débuts du cinéma aux États-Unis et après une longue pause, Alice Guy va finalement décider de retourner derrière la caméra. Et en 1910, Alice Guy va créer sa société de production et ensuite son studio de production, la Solax Film Company, qu'elle va installer à New Jersey, un lieu emblématique du cinéma à l'époque. Elle devient alors la première femme à avoir créé son studio de cinéma bien avant l'ère des studios à Hollywood. Et assez rapidement, en fait, ses films vont avoir pas mal de succès et son savoir-faire va impressionner, surtout ses connaissances du montage et du trucage. Le succès d'Alice Guy est tel qu'elle explique à l'époque ne jamais passer plus d'1 semaine sans être interviewée. Là-bas, Alice Guy va réaliser des films de tous les genres. Elle réalise des westerns, des films de guerre, des drames, des films avec une forte composante sociale. Elle va aussi être la première personne à réaliser un film avec des acteurs afro-américains uniquement. En fait, pour le film A Fool and His Money, elle avait initialement engagé à la fois des acteurs blancs et des acteurs afro-américains, mais les acteurs blancs ont refusé de jouer avec les acteurs afro-américains et Alice Guy a alors tout simplement décidé de virer tous les acteurs blancs et de n'engager que des acteurs afro-américains. C'est aussi aux États-Unis qu'elle va s'aventurer dans des formats plus longs avec parfois des films qui vont durer jusqu'à 45 minutes.
En 1913, le contrat de son mari avec Léon Gaumont prend fin et Alice Guy va alors confier à son mari la direction de son studio. Elle devient alors la vice-présidente et Herbert Blaché devient le président du studio. Et quelques mois après, il va créer son studio Blaché Features qui va ensuite fusionner avec le studio initialement créé par Alice Guy. Ensemble, ils continuent d'écrire, de produire ou de réaliser des films qui sont tantôt réalisés par Herbert Blaché, tantôt réalisés par Alice Guy. Et en 1917, ils vont conclure un contrat avec les grands studios américains qui, si on en croit Alice Guy dans son autobiographie, était en fait un contrat plus ou moins forcé et elle n'avait pas du tout l'air enchantée. Elle va quand même réaliser avec succès un bon nombre de films avec les studios, notamment son dernier film sorti en 1918, The Great Adventure. En 1919, son mari la quitte pour une actrice qu'il a rencontrée sur un tournage et il va déménager en Californie. Dans un premier temps, Alice Guy va le suivre pour continuer à l'assister sur ses tournages, mais finalement le couple va divorcer en 1922 et comme Herbert Blaché avait accumulé beaucoup de dettes, Alice Guy va être obligée de vendre son studio. Elle décidera ensuite de retourner en France avec ses 2 enfants. À son retour en France, alors qu'elle espère pouvoir retravailler dans l'industrie du cinéma, elle va avoir la mauvaise surprise de se rendre compte que son nom et son travail ont été complètement oubliés. Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. D'abord, les films ont pu être perdus parce que la pellicule de l'époque était très fragile et les films n'étaient peut-être pas stockés correctement. En plus de ça, à cette époque, il n'y avait pas le même système de droit d'auteur et de copyright qu'on connaît aujourd'hui, il était donc difficile d'attribuer un travail à un artiste. Mais surtout, une des grandes raisons pour lesquelles Alice Guy n'a jamais pu récupérer son travail, c'est parce que Léon Gaumont aurait refusé d'expertiser ses archives et il aurait même attribué le crédit de certains films d'Alice Guy à ses employés masculins. Aussi bien en France qu'aux États-Unis, Alice Guy a fait tout ce qu'elle a pu pour essayer de récupérer ses films, mais malheureusement, elle ne reverra jamais aucun de ses films. En 1942, elle décide alors de commencer à écrire ses mémoires afin de laisser une trace de sa présence dans l'histoire du cinéma. Elle termine son manuscrit en 1953, mais il ne sera publié qu'en 1976, soit 23 ans après la fin de son écriture et 8 ans après la mort d'Alice Guy. Pourtant, en 1955, grâce à son travail et aussi à l'aide de Louis Gaumont, le fils de Léon Gaumont, la France avait reconnu son statut de pionnière dans l'histoire du cinéma et lui avait accordé la Légion d'honneur. La presse et les médias francophones ont alors recommencé à s'intéresser un peu à son personnage, mais elle n'a jamais retravaillé dans l'industrie du cinéma. Elle consacrera les dernières années de sa vie à écrire des contes et des livres pour enfants. En 1968, alors qu'elle a 95 ans, elle meurt dans l'anonymat le plus complet à New Jersey, aux États-Unis. En France, c'est l'association féministe Musidora qui la remettra pour la première fois sur le devant de la scène, avec une rétrospective de 2 de ses films en 1974. Aujourd'hui, alors que la figure d'Alice Guy est de plus en plus mise en avant et qu'elle fait vraiment intégralement partie de l'histoire du cinéma, il nous reste encore énormément de ses films à découvrir. Alice Guy aurait réalisé plus de 1000 films au cours de sa carrière, et à ce jour, on n'en connaît que 350. Si vous avez envie d'en découvrir plus sur le travail d'Alice Guy, il y a un bon nombre de ses films qui sont disponibles sur YouTube, je vous mets tous les liens dans la description juste en dessous. Vous pouvez également aller lire son autobiographie La Fée Cinéma ou aller regarder le documentaire Be Natural réalisé par Pamela B. Green en 2018. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire et on se retrouve très vite pour un nouveau portrait d'une réalisatrice.